Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque jour sur Al24 News pour cette édition du 13h à la une de l'actualité de ce vendredi 17 décembre. Dernière ligne droite avant le jour J pour les élections présidentielles en Libye. L'épouvantail du report menace de plus en plus ces élections. « 141 millions de personnes ont connu une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2020, chiffre donné par le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On en parle dans ce journal. Santé vers une politique commune en Europe pour contrer l'avancée du variant Omicron. La communauté européenne mise sur l'accélération du processus de vaccination. Tension entre la Russie et l'Ukraine, nouvelle mise en garde de l'OTAN et l'Union européenne à l'encontre de la Russie. Le Kremlin qui de son côté qualifie ces menaces de sanctions d'injustes et appelle aux négociations. L'épouvantail du report menace de plus en plus les élections présidentielles en Libye. Dernière ligne droite avant le jour J et beaucoup d'inconnus subsistent. Pas de liste définitive des candidats, pas de campagne présidentielle et une tension à fleur de peau. La Libye serait-elle sur une poudrière? Élément de réponse avec Leïla Gertal. Ce qui était prévu fut. Les craintes d'un report inéluctable sont de plus en plus évidentes en Libye. Ni les conditions électorales, ni la situation sur le terrain ne prêtent à l'organisation d'élections sans risquer une confrontation directe. La menace d'un report, voire même d'une annulation, grandit au fur et à mesure que l'échéance électorale approche. Le 24 décembre, les Libyens doivent glisser leur bulletin dans une urne où il en ressortira le nom de leur futur président. Ceci est le scénario idyllique que toute la communauté internationale rêve de voir. Mais sur le terrain, l'équation est tout autre. D'abord, commençant par le premier couac, les opposants de l'Ouest rejettent ces élections par manque de transparence de la loi électorale, invoquent-ils. En revanche, les deux candidats en vue, Saif al-Islam al-Kadhafi et Khalifa Haftar, ont bien démontré en s'inscrivant dans le processus électoral qu'ils acceptaient de jouer le jeu démocratique du verdict des urnes. Alors, comment réussir à réduire cet écart gigantesque de point de vue entre les groupes armés massés à l'ouest et les troupes de Haftar dirigées par son adjoint à l'est qui attendent juste un signe pour agir sans qu'il n'y ait d'étincelles dans l'air? La reprise des combats n'est pas exclue, tout comme l'incertitude qui pèse sur ces élections. L'horizon électoral est de plus en plus flou. En somme, le danger plane. La liste des candidats n'est toujours pas publiée. Le calendrier électoral semble intenable. La campagne n'a même pas commencé. Et les 2 500 000 électeurs qui doivent voter vont voter dans un climat qui ne s'y prête guère. 39 pays africains seront présents aujourd'hui à Istanbul pour le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie. Objectif pour la Turquie de lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, comme annoncé par le ministre turc des Affaires étrangères lors de l'annonce de la tenue de l'événement. Autre objectif affiché, faire le point sur le dernier plan conjoint Turquie-Afrique et valider un nouveau programme de 5 ans. La santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges durant ces 2 jours. Le Soudan vient de renforcer sa présence le long de sa frontière avec l'Éthiopie. Le déploiement de nouvelles troupes témoigne des tensions présentes entre Khartoum et Addis Abeba suite à l'attaque survenue le 28 novembre dernier dans la région d'El-Fashaga, ayant coûté la vie à plusieurs soldats soudanais. Une attaque attribuée selon Khartoum à des groupes armés, des milices liées à l'armée éthiopienne. Addis Abeba qui a nié avoir mené cette attaque, blâmant les rebelles tigréens que le gouvernement éthiopien combat depuis plusieurs mois.
Fin de la visite de 2 jours en Tunisie pour le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, qui, avant de regagner l'Algérie, a accordé une audience à la chef du gouvernement tunisien, Nejla Bouden. Cette dernière est revenue sur les importants axes abordés avec le président de la République et a encensé la qualité des relations bilatérales. Souheila Akilal. Suite à l'audience accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune à la chef du gouvernement tunisien Nejla Bouden, cette dernière a estimé que cette visite d'État était un franc succès compte tenu des accords signés entre les deux pays. J'ai évoqué aujourd'hui avec le président Abdelmadjid Tebboune les importantes réalisations conjointes durant cette visite à la faveur de la signature de 27 accords, mémorandums et protocoles dans pratiquement tous les domaines de coopération. Cette visite établira les relations que nous voulons plus développer et en adéquation avec les échéances et les aspirations de nos gouvernements et peuples frères dans le contexte des défis communs. Nejla Bouden est revenue par ailleurs sur la volonté commune de hisser les relations bilatérales à un plus haut niveau et a mis l'accent sur le rôle des régions frontalières dans le développement économique. Nous aspirons à ce que la coordination et le dialogue entre nos deux gouvernements continuent dans tous les domaines. Nous voulons nous concerter sur les questions urgentes, notamment le développement des régions frontalières avec l'Algérie, pour en faire des pans de développement économique avec une vision commune. Avant de clore sa visite d'État, le président Abdelmadjid Tebboune a rencontré des représentants de la communauté algérienne établie en Tunisie. Il s'est également recueilli à la mémoire des chouhadas tunisiens au carré des martyrs dans la région de Sijoumi. Une visite de travail qui a vu la signature de 27 accords de partenariat entre les deux pays, renforçant ainsi les relations politiques mais aussi et surtout économiques entre l'Algérie et la Tunisie. Mohamed Wali Ben Jaben. Avec des intérêts en commun, l'Algérie soutiendra la Tunisie sur le plan économique, dans le but de la consolidation de l'économie des deux pays. Pas moins de 27 accords de partenariat ont été signés entre le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son homologue tunisien Kais Saïed. Tout cela rentre dans une nouvelle perspective de coopération qui va sûrement être bénéfique aux deux pays et qui va permettre aussi à l'Algérie de se positionner au niveau régional comme une force économique leader dans son rôle connu depuis longtemps. Face à une conjoncture économique difficile que traverse la Tunisie, l'Algérie apporte son soutien économique et financier pour surmonter cette rude épreuve. La Tunisie, l'Algérie compte jouer le rôle de voisin pour soutenir un peu la Tunisie dans son passage actuel, mais surtout faire profiter l'économie algérienne par certains échanges commerciaux dans des domaines bien précis comme les matériaux de construction, comme les produits pharmaceutiques et certains produits agroalimentaires dont la Tunisie en a besoin. En termes des chiffres, les échanges commerciaux entre l'Algérie ne dépassent pas la barre de 2 milliards de dollars. Des échanges effectivement intra-maghrébins. La Tunisie pour l'Algérie vient en premier. Bon, ça ne dépasse pas les 2 milliards de dollars, hein, de toute manière, entre les importations et les exportations. Les chefs de l'État des deux pays ambitionnent à améliorer la situation économique à travers les accords conclus dans tous les sens afin d'enregistrer un saut économique de qualité. Et la Tunisie qui célèbre aujourd'hui la fête de la Révolution, célébrée d'habitude le 14 janvier, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, avait auparavant décrété le 17 décembre comme étant la fête nationale de la Révolution. Le 17 décembre 2010, jour pour jour, 11 ans après, le jeune Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant, s'immolait à Sidi Bouzid pour dénoncer les humiliations administratives, un geste qui entraînera la mobilisation populaire à l'origine du départ de l'ancien président Zine El-Abidine Ben Ali.
Après 2 années de bataille judiciaire, les ONG françaises et ougandaises qui portent plainte contre Total pour non-respect de son devoir de vigilance viennent de remporter une première bataille. L'affaire sera jugée devant le tribunal judiciaire de Nanterre en France, décision prise par la Cour de cassation. Pour rappel, la multinationale française Total participe à la création d'un gigantesque oléoduc qui doit acheminer du pétrole de l'Ouganda vers la Tanzanie. Les ONG qui dénoncent les violations des droits humains et les dégâts environnementaux causés par ce projet pétrolier. Au Yémen, les Houthis annoncent avoir abattu un avion espion de fabrication américaine dans le gouvernorat de Marib, dans le centre du Yémen. Déclaration faite par le porte-parole du groupe Houthi, Yahya Sarih, qui précise que l'avion de fabrication américaine Scan Eagle a mené des actions hostiles il y a quelque temps dans l'espace aérien de Wadi Udeida, toujours dans le gouvernorat de Marib. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra dimanche au Liban pour une visite d'État de 4 jours. Le secrétaire général rencontrera des responsables gouvernementaux, dont le président Michel Aoun et le Premier ministre Najib Mikati, ainsi qu'un certain nombre de chefs religieux et de représentants de la société civile. L'occasion pour Antonio Guterres de réaffirmer le soutien de toute la famille des Nations Unies pour le pays et ses gens, a indiqué le communiqué des Nations Unies. Et si la famine s'installait dans les pays arabes, d'après le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, publié jeudi, près d'un tiers de la population de la région, soit 141 millions de personnes, a connu une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2020. Mohamed Amin Aberkan nous donne plus de détails sur ce rapport. Le dernier rapport établi jeudi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire désormais la sonnette d'alarme. Le rapport intitulé Proche-Orient et Afrique du Nord, aperçu régional de l'état de la sécurité alimentaire et la nutrition 2021, a constaté que le nombre de personnes souffrant de la faim dans la région a atteint 69 millions en 2020, alors qu'avant la pandémie Covid-19, 51,5 millions de personnes dans le monde arabe souffraient de malnutrition. Une augmentation significative selon Abdelhakim El-Ouad, sous-directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et représentant régional pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Les données et analyses présentées dans le rapport d'avant Covid-19 que 51,5 millions de personnes, soit 12% des populations, souffraient de malnutrition dans le monde arabe, soit une augmentation de 1,1 million par rapport à l'année 2019. À ce rythme, le nombre de personnes qui seront touchées par la famine augmentera sensiblement pour atteindre les 75 millions à l'horizon 2030. Il pourrait ne pas y avoir d'amélioration visible de la situation cette année, puisque les principaux facteurs de la faim vont encore s'aggraver. Selon le dernier rapport, près d'un tiers de la population de la région, soit 141 millions de personnes, a connu une insécurité alimentaire modérée ou grave en 2020, alors que l'année précédente, il y avait 10 millions de personnes en moins. Dans la région, les conflits restent l'une des principales causes de la faim, puisque celle-ci frappe environ 53,4 millions de personnes dans les pays et les zones touchées, soit plus de 6 fois que les autres pays. Santé à présent vers une politique commune en Europe pour contrer l'avancée du variant Omicron. Tel est l'engagement pris par les 27 membres de la communauté européenne réunis à Bruxelles qui ont mis l'accent sur l'accélération du processus de vaccination et un éventuel retour des restrictions de voyage. Les détails avec Amin Touta. Au cœur des divergences politiques, un seul mot d'ordre qui crée la convergence entre les Européens, la lutte contre la pandémie du Covid-19 et la progression du variant Omicron. Les 27 membres européens réunis lors du sommet à Bruxelles se sont engagés à accélérer le processus de vaccination et la création d'une politique de coordination efficace contre le nouveau variant. La Commission européenne envisage de fixer à 9 mois la durée de validité du certificat vaccinal après une première vaccination.
Sur le terrain, les procédures préventives ne se sont pas fait attendre. Certains pays du vieux continent, comme le Portugal, l'Italie ou l'Irlande, exigent désormais aux ressortissants européens de présenter un test PCR négatif à l'entrée du territoire. Démarche presque similaire entre Paris et Londres, où la France est en voie d'imposer le motif impérieux pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. En Europe, tout comme dans d'autres pays, les membres des 27 tentent de mettre en place le vaccin pour tous, pour espérer un tant soit peu stopper la propagation de la nouvelle souche qui a chamboulé les préparatifs des fêtes de fin d'année. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il fallait continuer à agir en tant qu'Européens. Les personnes vaccinées n'auront pas à réaliser les tests pour voyager entre les pays membres de l'Union européenne, a annoncé sur Twitter à l'issue d'un conseil européen le président français. Toutefois, des restrictions ont été appliquées pour le Royaume-Uni. La France qui annonce établir les motifs impérieux pour voyager depuis et vers le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, justement, où les records de contamination ne cessent d'être battus. 88 376 cas positifs enregistrés en 24 heures, du jamais vu depuis le début de la pandémie en 2020, selon des chiffres officiels. Le Premier ministre Boris Johnson qui avait annoncé l'accélération de la campagne de rappel vaccinal. Cette campagne a été fortement accélérée avec plus de 745 000 doses de rappel injectées en une journée. Un record, a indiqué jeudi le gouvernement. Royaume-Uni toujours, mais pour parler politique à présent, le Parti conservateur britannique a essuyé une lourde défaite dans le North Shropshire qui était pourtant l'un de ses bastions dans le centre de l'Angleterre. Selon les résultats d'une élection législative partielle publiée ce matin, un camouflet pour le Premier ministre Boris Johnson déjà affaibli. Plus de détails avec Amal Hamzian Zitouni. Un autre revers pour le locataire de Downing Street. Boris Johnson vient de perdre une législative partielle en Angleterre. La circonscription dans le North Shropshire est désormais entre les mains de la candidate libérale Helen Morgan pour la première fois depuis 2 siècles. 2 années après sa victoire aux élections générales, remportée par la promesse de réaliser le Brexit, le numéro 1 du gouvernement britannique risque une éventuelle crise de confiance au sein même de son parti, les conservateurs. Une situation qui risque de fragiliser le statut de Boris Johnson au parti et dans le gouvernement. La désillusion de ce dernier rendez-vous électoral s'ajoute au dernier scandale de la dite fête privée, entravant ainsi les restrictions sanitaires et les accusations de corruption dans son parti. Cet enchaînement des événements autour de Boris Johnson survient dans un contexte sanitaire très délicat au Royaume-Uni, marqué par la propagation rapide du nouveau variant Omicron à quelques jours des fêtes de fin d'année. Et nous vous le disions en titre, tension entre la Russie et l'Ukraine, nouvelle mise en garde de l'OTAN et l'Union européenne à l'encontre de la Russie. L'administration du président américain Joe Biden exhorte ses alliés européens à accélérer la préparation d'un plan de sanctions économiques dissuasif à l'encontre du Kremlin qui, de son côté, qualifie ces menaces de sanctions d'injustes et appelle aux négociations. Eman Merat. Les tensions entre Moscou et l'Occident ne semblent pas se dissiper. Jeudi 16 décembre, l'OTAN et l'Union européenne ont émis conjointement des avertissements à l'encontre de la Russie à l'issue d'un sommet à Bruxelles, menaçant Moscou de lourdes sanctions économiques sans précédent dans le cas d'une éventuelle occupation des terres ukrainiennes. Alors que la dite situation est au cœur des préoccupations du monde occidental et de Washington, de son côté, Moscou a annoncé mercredi 15 décembre avoir remis à l'administration de Biden une liste de propositions concrètes visant à élaborer des garanties juridiques pour la sécurité de la Russie qui conteste tout élargissement subsidiaire de la coalition atlantique à des pays qui lui sont voisins, à l'instar de l'Ukraine. Dans ce contexte, Moscou a émis le souhait d'obtenir des garanties juridiques qui excluraient cette éventuelle possibilité à l'avenir. Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a déclaré suite à une réunion en visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping qu'après avoir appelé à des négociations immédiates avec l'OTAN et l'Union européenne en début de ce mois, il espérait que les propositions de Moscou seraient accueillies positivement. De leur côté, Washington et l'Union européenne incriminent Moscou d'avoir rassemblé des troupes aux frontières de l'Ukraine et maintiennent leurs menaces en cas d'agression.
À Haïti, le bilan des personnes décédées suite à l'explosion d'un camion-citerne à Cap Haïtien, deuxième ville du pays, s'est alourdi. Il passe à 75 morts, 59 autres brûlés, dont 47 graves, selon le directeur de la protection civile haïtienne. L'incident, pour rappel, s'est produit le 14 décembre dernier lorsque le chauffeur du camion-citerne aurait tenté d'éviter une collision avec un taxi-moto, perdant alors le contrôle de son véhicule qui s'est renversé et qui a explosé peu de temps après. Direction les Philippines où le super typhon Rai s'est abattu sur le pays, déracinant des arbres, arrachant des lignes électriques et inondant les villes à travers l'archipel. Le super typhon a fait au moins 12 morts, ont confirmé ce vendredi l'Agence nationale des catastrophes naturelles et la police. 2 autres personnes ont été blessées. Plus de 300 000 personnes ont fui leur domicile depuis jeudi. Environ 18 000 étaient encore réfugiés dans des abris ce vendredi. Le typhon devrait s'éloigner dans la nuit de vendredi à samedi et passer au-dessus de la mer de Chine méridionale en direction du Vietnam. La commission de la Chambre des représentants qui enquête sur les événements du Capitole du 6 janvier 2021 resserre son emprise sur l'ex-président Donald Trump et ses proches. La commission d'enquête veut entendre Mark Meadows, son ultime chef de cabinet. Mark Meadows pensait avoir évité le pire en partageant près de 9000 documents personnels avec le Congrès. Le dernier chef de cabinet de Donald Trump espérait ainsi éviter une convocation en bonne et due forme devant la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole. Sport, la pandémie de Covid-19 a provoqué quelques failles étonnantes dans les calendriers. Pour le moment, la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun est épargnée par un éventuel report. Une chose est sûre, la Confédération africaine de football a décidé de mettre en place un protocole qui est de nouveau renforcé jeudi 16 décembre. Séance de rattrapage pour le pays qui s'était vu retirer l'organisation de l'édition 2019 au profit de l'Égypte pour cause d'impréparation et sous le coup de cavale médiatique et propagande. Ce n'est ni la première rumeur, ni probablement la dernière sur un éventuel report, mais la résurgence des mesures sanitaires en raison de l'émergence du variant Omicron oblige à prendre au sérieux le danger qui pèse sur la plus grande des compétitions africaines de football. 24 pays nationaux y participent avec un seul objectif, celui de succéder à l'Algérie, le champion en titre sortant au palmarès de la plus belle des compétitions africaines. Culture, le son magique du violoncelliste danois Toke Maldrup a embaumé le théâtre national Mahidine Bashtarzi à Alger, accompagné par l'artiste Mohamed Rawen. Hier soir, l'auditoire algérois a suivi le spectacle dans un silence cérémonial. Amira Beja. Chaque instant du concert présenté par le virtuose violoncelliste danois Toke Maldrup était savouré par le public algérois au théâtre national Mahidine Bashtarzi. La soirée était une rencontre musicale en duo avec le musicien algérien Mohamed Rawen. Organisée par l'ambassade royale du Danemark en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts algérien, l'idée de cette fusion artistique est venue de Madame l'ambassadeur du Royaume du Danemark qui nous partage sa joie. Je suis vraiment très heureuse avec ce concert. Je pense que le concert a montré comment est-ce que la musique, c'est un langage universel. En fait, les deux musiciens ne parlent pas la même langue, mais ils partagent quand même un langage musical et on a vu ça quand ils ont joué ensemble, la rencontre musicale entre les deux. Je pense que c'était magique en fait. C'est aussi la première fois qu'il y a eu cette rencontre entre le mandolin et le violoncello. Alors on a vraiment fait une première dans beaucoup de sens.
Violoncelle et mandole à la main, les deux artistes danois et algérois se sont accompagnés dans les dédales oniriques, donnant vie à des moments magiques. Mohamed Rouen revient sur cette riche rencontre. C'est une première. D'ailleurs, on a répété Ya Rabbi un quart d'heure. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même langue, mais on a le même langage dans notre univers. Et ça, c'est la magie de la musique. Et voilà. Et pourtant, Tok, c'est un virtuose, c'est un lecteur. De mon côté, je suis un musicien autodidacte et on a joué sur une pièce de Bach et j'ai essayé de faire un mode mezmoum ou Ram el-Maya, un petit mélange. Et voilà, c'est ça la musique. Tok Maldrop, qualifié par le journal américain The New York Times d'homme de demain. Le violoncelliste mondialement connu, heureux de se produire pour la première fois à Alger, revient sur le merveilleux échange musical. J'ai rencontré Mohamed par courriel et nous avons parlé des chansons à jouer. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi, nous avons joué ensemble et c'est un sentiment magique avec lui. C'est incroyable. J'aime toujours voir dans quel contexte je joue. Si je suis en Norvège, j'essaie de m'identifier dans la chanson norvégienne. La même chose pour l'Afrique. J'essaie de voir avec quel genre de musique originale de cette région. Je pense que c'est bien que vous puissiez de cette façon interagir avec le public local, parler avec des chansons qu'elles connaissent déjà. Donc j'y ai mis une grande importance. Entre Alger et Copenhague, le public a traversé le temps d'une soirée, un pont musical érigé par Mohamed et Tok. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Amzian Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain, 13h.